Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Alors aujourd'hui, je retrouve Mareva. C'est un épisode un peu particulier parce que Mareva, on se connaît depuis 7-8 ans. T'es ma psychologue, du coup officielle attitrée. Je n'ai eu qu'une dans la vie, donc voilà. Tu m'as beaucoup aidé à élargir mon champ de conscience, à me connecter à qui j'étais profondément. Je le disais en off, on en parlera sûrement en plus en profondeur, toujours avec ce regard de euh, m'aiguiller sans me guider, sans m'imposer quoi que ce soit. Et du coup, j'ai toujours eu ce sentiment ces dernières années de faire le chemin par moi-même, en fait, mais un chemin qui est juste, avec vraiment une profonde connexion à qui je suis, sur un aspect à la fois environnemental, sur mon environnement, on va dire, sur un aspect psychologique, sur un aspect aussi plus émotionnel, sensoriel, spirituel. Et du coup, je suis très très heureux aujourd'hui d'être avec toi et de t'interviewer. Et pour démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour les personnes qui te connaissent pas, dire qui tu es, ce que tu fais, depuis combien de temps peut-être, et puis après on verra au fur et à mesure. Ok, merci Jérémy, merci pour ce feedback en tout cas, qui, que vraiment je reçois vraiment avec beaucoup de chaleur parce que tu exprimes ce que je tente de faire justement. Ah, c'est énorme. Donc, du coup, et effectivement, je me retrouve bien dans la pratique que j'ai choisie, le positionnement que j'ai choisi d'avoir, et puis par rapport aussi à ce que je suis, à qui je suis. Et donc, du coup, merci pour ce retour, parce que bon, je me dis, Ça marche. ça marche. Ouais, en fait, ça aide vraiment. Et vraiment, voilà. tu vois, j'ai beaucoup d'amis qui me disent, je suis allé voir des psys et puis c'était pas ouf et tout ça. Donc moi, mon meilleur ami est psy, donc je connais un peu du monde. Et en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais cette justesse que tu peux avoir toi. Alors, je sais pas si c'est propre à toi, propre à ton histoire, à ta vision de la psychologie, tout ça. Mais il y a toujours un truc qui est très juste et qui est très ciblé, avec un juste équilibre avec tous les éléments, tu vois, entre l'aspect psychologique, l'aspect émotionnel, l'aspect très concret aussi parfois, parce qu'on a besoin du mental ou du concret. Et je trouvais que c'était très, très équilibré, quoi. Alors, oui, je vais répondre à cette question. J'ai des éléments de réponse qui peut-être expliquent un petit peu ce que tu as vécu. Et peut-être je vais le dire dans le prolongement de un petit peu me présenter. Donc, oui, alors je suis diplômée en psychologie clinique depuis plus de 20 ans maintenant. Et ce qui est particulier, peut-être, après je partage cette particularité avec d'autres personnes, c'est que j'intègre dans la psychologie, j'intègre toute une vision spirituelle, toute une dimension énergétique, spirituelle, et depuis 10-15 ans, parce que je me suis auto-renseignée et éduquée et enseigné au niveau de la science quantique. Donc, j'ai introduit également cet aspect-là dans quelque chose qui est aujourd'hui un tout cohérent, intégratif. Et alors, pourquoi cette dimension spirituelle ? Parce que je suis tombée dedans quand j'étais petite. Dans la marmite. Parce que ça a toujours été une évidence pour moi, en fait, depuis que je suis petite. Je suis venue avec comme des connaissances, comme des consciences d'emblée de certaines choses, des mémoires aussi, des souvenirs d'avant, d'ailleurs. Par exemple, je me souviens de ma naissance. Voilà, je me souviens de juste avant ma naissance, enfin un peu avant ma naissance, je me souviens de ma naissance, je me souviens de mes premiers souvenirs remontent à quand j'avais quelques mois, j'étais déjà dans ma première année. Et puis par la suite, des connaissances qui me semblaient comme évidentes. Quand on est petit et qu'on a certaines choses comme ça qui nous habitent. Ouais. Alors moi, j'ai jamais vu les auras ou les défunts, etc. Par contre, il y a des enfants, c'est le cas. En tout cas, je m'en souviens pas. Mais voilà. Mais par contre, j'ai eu comme d'emblée des connaissances. Que je ne savais pas que c'était des connaissances et je ne savais surtout pas que les autres ne les avaient pas. Ouais, c'est ça. Comme par exemple, j'ai toujours eu depuis très petite la vision ou vraiment le savoir, parce que ça correspondait tout simplement aussi à des mémoires,
que on pouvait, on n'avait pas qu'une seule vie, qu'on avait beaucoup de vies, mais même pas que sur la planète Terre. D'ailleurs, dans un premier temps, moi, je me suis plutôt souvenue d'autres existences dans plusieurs mondes, qu'on avait la possibilité d'aller d'un monde à l'autre et de faire plein d'expériences différentes. Moi, c'est ce que j'avais qui était évident. Après, le principe d'avoir plusieurs vies dans un même monde, et en l'occurrence sur la Terre, c'est venu plus tard. Mais je n'avais pas. T'avais quel âge C'était avant 10 ans, c'était toutes mes années. J'avais ça en moi, je sais pas, je dirais, je remonte consciemment peut-être à 6 ans, 7 ans, 8 ans. Qu'on n'est pas encore trop formaté. Voilà, c'était en moi de manière naturelle, je me posais pas la question en fait. Et pourquoi? Moi, je me suis toujours posé la question. C'est vrai qu'en fait, je l'ai remarqué après sur ta plaque qui avait écrit psychologue énergéticienne. C'est pas quelque chose que tu mets en avant, forcément. Est-ce que c'est une volonté? Pour quelle raison? Tu vois, je pense qu'à l'époque, il y a 7-8 ans, je sais plus combien ça fait de temps, je pense que ça m'aurait peut-être fait peur, alors qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus connecté et tout ça. Donc, je me dis, c'était cool comme ça, parce que voilà, sans le dire, finalement, ça amène au chemin. Et en même temps, dans toutes les consultations, j'ai jamais eu ce sentiment qu'il y avait quelque chose qui poussait au côté trop spirituel, en fait. Parce que souvent, on est toujours resté dans des trucs assez concrets, finalement, de la vie de tous les jours et tout ça. Et du coup, c'est une volonté de ta part ou ça c'est Je respecte ce que la personne, où elle en est, c'est qu'elle m'emmène, ses demandes. L'idée, c'est d'aider. Donc, on aide à partir de là où on est la personne, le niveau de conscience où elle en est. Je la prends de là où elle en est et je l'accompagne petit à petit. Et si en cours de chemin, d'ailleurs c'est arrivé, je crois que c'est ton cas et j'ai d'autres exemples, si en cours de chemin d'évolution, soudain, il y a des ouvertures qui se font et des questionnements qui se font, donc dans des questionnements beaucoup plus existentiels, donc des ouvertures sur la spiritualité, à ce moment-là, je m'en saisis et tout naturellement. Mais je fais du sur-mesure, tout simplement. L'idée, c'est d'aider. Donc, il n'y a pas à forcer. Moi, j'ai le sentiment, même autour de moi, tu vois, que dès qu'on commence à élargir sa conscience, à avoir une conscience de soi plus développée, une conscience des autres, dans l'environnement, tout ça, on vient à la spiritualité d'une manière ou d'une autre, alors parfois plus ou moins poussée. Est-ce que tu penses que c'est forcément une connaissance de l'ouverture de la conscience? Est-ce que c'est propre à certaines personnes? Comment tu vois les choses? Ce qui est sûr, c'est que j'ai pu remarquer. Alors, à la fois j'ai remarqué et à la fois intuitivement, pour moi, c'était quelque chose qui a toujours été le déroulement normal. Alors, de quoi je parle? Qui est que plus on va vers un apaisement de soi, vers une pacification de ses blessures, vers tout un travail de guérison, plus on est avancé dans ce travail-là, plus on récupère de l'énergie pour aller vers l'essentiel. Et j'ai pu m'apercevoir, en effet, que les personnes qui avançaient dans ce chemin-là et qui étaient beaucoup plus apaisées, à un moment donné, il y a cette ouverture-là qui se fait. Il n'y a pas très longtemps, il y a une personne qui m'a parlé de tiens, moi, en ce moment... parce que justement, elle avançait vraiment vers quelque chose qui s'apaisait, qui s'intégrait de plus en plus dans son parcours. Et elle m'a expliqué que justement, récemment, il y avait 2 piliers vraiment dans lesquels elle sur lequel elle s'étayait pour continuer son chemin, c'est la compassion et la paix. Ce sont quand même 2 aspects très spirituels. Ouais, carrément. Ouais. Donc, c'est un exemple, mais j'en ai d'autres en plus. Hein. J'en ai d'autres. Hein, mais tu vois, là, en le disant, je me souviens, moi, il y a un truc qui m'avait marqué une fois, c'est que tu m'avais dit que même si je me rendais pas compte, j'étais dans le contrôle, j'avais plein de problématiques. Et il y a un truc qui m'a marqué, c'est que tu disais... même si on s'en aperçoit pas, en fait, c'est très énergivore d'être dans ce contrôle-là, d'essayer de tout contrôler, d'être dans le mental à outrance. Et en fait, je pense que du coup, c'est très juste ce que tu dis parce que
plus je suis sorti de ce contrôle, de vouloir avoir la même mise sur les choses, sur ma vie, tout ça, et plus je me suis libéré des blessures, de tout ça, et plus j'ai eu de la place pour m'intéresser à d'autres choses plus légères, à ce sentiment parfois qui est difficilement palpable, mais ce fait de monter en énergie, où en fait c'est un ressenti, c'est ce truc de ah bah tu te sens bien parce que tu as plus d'énergie, tu connectes plus facilement aux autres, tu as plus d'intuition, les choses sont plus fluides, tu te poses moins de questions et tout ça. Donc parfois c'est pas hyper palpable, mais du coup je pense que ça y joue, ce truc-là, d'arriver à se connecter à ça parce qu'on va lâcher d'autres choses. Quoi, ouais. Et je rebondis sur quand tu dis du coup je suis dans une énergie plus légère, etc. Et ça amène à toutes ces ouvertures-là. Et moi je trouve ça très très juste parce que effectivement, bon. Si on reprend donc la lecture quantique des choses, nous sommes tous énergie. Fondamentalement, tout est énergie. Nos pensées et nos émotions sont des énergies. Et on sait également que plus on est dans des énergies de souffrance, plus les fréquences vibratoires sont basses. Et plus on va vers l'apaisement, vers la joie, vers enfin, voilà, ce type d'émotions et pensées associées à ces émotions, plus on s'élève en fréquence vibratoire. Ouais. Et précisément, l'ouverture à la spiritualité est en lien directement avec cette histoire de fréquence vibratoire. Parce que effectivement, les niveaux spirituels sont des niveaux de haute fréquence vibratoire. Donc, il y a quelque chose de l'ordre d'une mathématique quantique qui fait tout naturellement que on se rehausse à un niveau vibratoire qui va être en résonance effectivement avec les niveaux plus subtils et plus spirituels. Donc, les portes s'ouvrent naturellement. Hein, c'est marrant parce que ça fait penser à des personnes ultra cartésiennes qui sont, tu vois, je pense, dans ces niveaux un peu plus bas et qui vont dire des personnes plus spirituelles, la personne elle est perchée. Et ça me fait penser à ça, en fait, le côté perché, légèreté et tout ça, avec le côté plus dans la matière, dans la dureté, quoi. Donc, tout à fait. Si ce n'est que pour vraiment explorer les niveaux spirituels, il faut vraiment être très, très, très ancré. Alors là, ça n'a rien à voir avec la question de la fréquence vibratoire. Ça a un rapport avec le fameux perché, en fait. Ouais, okay. Parce que quand on dit perché, souvent, et on fait référence à des personnes qui ont du mal avec l'incarnation. Oui, qui sont trop dans la lune. Voilà. Et souvent, souvent qui vont rechercher des mondes merveilleux pour fuir en fait cette réalité qui est beaucoup trop douloureuse. Auquel cas, là, on est dans autre chose. Mais pour le coup, si on teste la fréquence vibratoire, elle n'est pas très haute du coup parce que il y a une fréquence, il y a une souffrance, derrière. Donc voilà. Pour revenir un petit peu à ton parcours, comment t'es venu à la psychologie ? Parce que tu disais que ça fait une vingtaine d'années. La psychologie, moi j'ai le sentiment que c'est plutôt une science. D'ailleurs, c'est une science, du coup, donc un côté un peu, je sais pas comment le qualifier, plus concret, plus, voilà, je sais pas comment le qualifier. Comment t'en es venu là, alors que t'as le bagage de petite, avoir cette connexion aux choses, que tu as peut-être perdu un moment? Comment ça s'est passé? Que tu as retrouvé? Alors, non, j'ai jamais perdu. Ouais. C'est juste que ça a été mis de côté parce que je savais pas quoi en faire dans un premier temps, mais ça a toujours été très très présent. Maintenant, j'ai toujours été accompagnée depuis l'adolescence parce que c'était même une question de survie pour moi en réalité. J'ai fréquenté les librairies ésotériques et je me suis nourrie de certains livres. Alors, certains livres sont venus à moi, dans le sens où, par exemple, la vendeuse de la librairie ésotérique, d'un coup, me dit « Oh, il y a ce livre-là », enfin voilà, me parle d'un livre, etc. Voilà, ce genre de choses. Voilà, exactement, oui, quelque chose de... Voilà, il y a un effet de résonance quand on voit un titre, voilà. Donc, j'écoute l'effet de résonance parce que j'ai toujours fait ça. Et donc, du coup, non, ça, je ne l'ai jamais perdu. Et comment j'en suis arrivée à la psychologie? Alors, je vais raconter la petite anecdote. C'est que
Mais mon départ dans la vie a été très chaotique. Ça a été extrêmement difficile. À 2 ans un premier trauma, 3 ans un deuxième trauma. Voilà, une vie familiale très très difficile, beaucoup d'héritage transgénérationnel très lourd, beaucoup de cadeaux empoisonnés. Voilà. C'est ça que t'es bien placé pour aider les autres là-dessus. Donc beaucoup de choses extrêmement compliquées. L'adolescence extrêmement compliquée parce que à l'adolescence, je me sentais de manière très très aiguë. J'ai commencé à vivre la sensation d'être effectivement une habitante de la planète Terre, mais sans en faire partie, de manière extrêmement aiguë. Je pleurais beaucoup beaucoup la nuit. Je regardais les étoiles et je suppliais qu'on vienne me chercher. Enfin bref, Un mal-être un peu. une souffrance très forte par rapport à ça. Donc ça a été extrêmement compliqué. Donc la somme de tout ça a fait que mes études ont été, même ma scolarité a été très compromise. J'ai dû arrêter en première, j'ai pas été jusqu'à la terminale. Bon, ça a été très difficile et je ne voulais rien faire. Il y avait rien qui m'intéressait, absolument rien du tout. Rien. Perte de sens totale des choses. Il y a rien qui m'intéressait. Avoir un petit copain, ça m'intéressait pas. Fonder une famille, ça m'intéressait pas. Avoir une profession, il y avait aucune profession qui m'intéressait. Aller en voyage, ça m'intéressait pas. Enfin, je trouvais que tout sur cette planète était vraiment. Enfin, il y avait rien qui allait. Je trouvais que tout était affreux. Enfin, et donc du coup, c'était très compliqué. Bon, malgré tout, j'ai une mère qui était très très accompagnante et très aidante et très patiente et qui m'a beaucoup aidée. Enfin, c'était très difficile aussi pour elle de m'aider parce que ça allait pas de soi pour moi. Donc du coup, voilà, c'était. Peut-être qu'elle comprenait pas non plus. Il fallait qu'elle me. Oui. Ouais, elle n'avait pas tous les tenants et les aboutissants et moi non plus. Qu'est-ce que je pouvais en dire à l'époque? C'était très compliqué. J'avais pas forcément les mots. J'avais le vécu, mais je savais pas ce qui m'arrivait en fait. Donc elle a dû me porter comme un bout de bras pendant des années et donc du coup elle m'a trouvé une formation par-ci, une formation par-là. Bon, et j'ai jamais été jusqu'au bout. Bon, voilà, c'était très très compliqué jusqu'au moment où j'ai commencé des études de sciences et vie première année à Nice à la faculté de sciences parce que à la base j'ai un esprit quand même très scientifique, je suis assez scientifique. Et même je voulais être généticienne très précisément. Voilà, génétique, voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours appelée énormément. Par exemple, un truc tout bête, c'est que quand on parle de l'ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique. La première fois qu'on m'a dit ce mot-là, qui est un nom à coucher dehors, je l'ai retenu, par exemple. Qui retient ça? Voilà, donc pour dire que j'avais vraiment un truc avec la génétique. Bon, et j'étais à Nice et je voulais faire ça. Et il se trouve que j'étais en couple à cette époque-là. J'étais dans ma vingtaine, je me souviens plus quel âge j'avais, peut-être 23, 24 ans. J'étais en couple à cette époque-là et cette histoire se terminait, prenait fin. Et donc, je me séparais. Et dans un premier temps, comme je ne savais pas où aller, j'étais retournée donc, chez ma mère qui m'accueillait à nouveau le temps que je rebondisse. Mais moi voulant... Et elle était dans le Var, donc très loin de Nice. Et moi voulant continuer les études que je commençais, le problème, c'est que à Aix-en-Provence, parce que je suis donc, ma mère était était pas loin d'Aix-en-Provence, elle était pas à Aix-en-Provence, mais pas loin. Il n'y a pas de fac de sciences ici. Il y en a pas. Il n'y en a pas, et je ne voulais pas aller sur Marseille parce que Marseille, c'est pas trop mon énergie. C'est pas ton truc. Non, c'est pas mon truc, donc je vais pas. Trop de bruit. C'est pas mon truc. Et Toulon encore moins. Donc du coup, j'ai dit bon tant pis, je quitte la fac de sciences. Oui, vraiment. J'ai dit parce que moi je veux aller à Aix et nulle part ailleurs parce que je me sentais en résonance avec l'énergie d'Aix-en-Provence, Sainte-Victoire, tout ça. Et du coup, se poser la question, ok, du coup je fais quoi? Et donc, il y avait plein de choses. Il y avait les arts, il y avait le sport, il y avait la fac de droit. Bon, tout ça, ça me convenait pas. C'était que la fac littéraire ou fac de sciences humaines et sociales, pour lequel c'était le plus possible, on va dire, mais je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire.
Et du coup, j'ai été quand même m'inscrire. C'était, je me souviens très bien, un dernier jour d'inscription. C'était le dernier jour de novembre, je crois. Poussière. Voilà. Et donc, je me suis inscrite. Donc, j'ai été pour l'inscription ce jour-là. Et je ne savais toujours pas littérature, lettres modernes, archéologie. Bon, j'avais l'archéologie qui tournait dans ma tête. Je ne savais pas trop. J'ai dit, mais c'est pas grave, je vais m'inscrire. Et donc, je vais pour m'inscrire. Et la secrétaire me donne donc le petit billet en me disant ok, ah oui, parce que elle me dit où, je dis en quoi, je dis archéologie. Bah, archéologie, elle me dit ok, bureau 4. Donc elle me prend mon petit papier avec marqué un 4 dessus, bureau 4. Donc je me dirige vers le bureau 4. Je me souviens, je lève les yeux, je vois marqué bureau 4, archéologie, psychologie. Et là, je me suis dit, tiens, j'ai pas pensé à la psychologie. Et donc, je rentre pour m'inscrire et je demande donc à la personne. C'est quoi la psycho? Oui, mais exactement. Je lui ai dit, mais c'est quoi le programme de psychologie? Et là, elle me fait un peu des yeux de tueur. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu à cette époque-là. Parce que peut-être qu'elle avait déjà bouclé toutes ses inscriptions et que j'étais la petite retardataire. J'en sais rien, ça c'est une interprétation. En tout cas, sa réaction était telle que j'ai fait comme un sursaut à l'intérieur de moi et j'ai dit psychologie. Et c'est comme ça que j'ai été inscrite en psychologie. Oui, c'est comme ça que je suis retrouvée en psychologie. Voilà. Et alors du coup, attends, c'est hyper intéressant parce que plusieurs fois, tu l'as dit directement ou indirectement, ce côté suivre un peu ton intuition. Tu vois, ça t'a guidé, ce truc-là, dans les bouquins. Tu te retrouves là, tu vois le panneau, tu dis pourquoi pas, bam, tu donnes le truc et tout ça, tu vois. Comment tu arrives à combiner, tu vois, c'est une question que je me suis toujours posée, en séance, par exemple, avec quelqu'un, le côté psychologique est peut-être plus cartésien, tu vois, avec le côté où on va dans le développement personnel, où on peut imaginer que tout est tracé finalement et qu'il n'y a pas grand-chose à faire, tu vois. Et en fait, dans ce côté de c'est quoi ta place pour arriver à se dire en même temps, en fait, une personne, elle est sur son chemin et est-ce qu'on peut vraiment changer ça? Parce que par rapport aux synchronicités, par rapport à tout ça, et en même temps, tu es là aussi pour l'aider parce qu'elle vient pour un besoin, pour l'amener dans une direction, tu vois. Donc, comment tu vois ça? Comment tu gères ça? Alors, déjà, étant donné que déjà par rapport, ne serait-ce que pendant les études, la psychologie a été, ça a été un casse-tête pour moi. D'ailleurs, arrivé en maîtrise la 4e année, à un moment donné, j'ai quitté. Sauf que j'ai repris 15 jours après, mais j'ai quitté parce que j'ai vécu à un moment donné une situation qui était pour moi intérieurement extrêmement aiguë parce que on m'apportait des connaissances pour lesquelles j'étais pas forcément fondamentalement en résonance. Et oui, c'est parce que des concepts, des cases, des machins. C'est ça. Mais je savais pas encore ce qui allait pas. Alors parce que moi j'étais aussi remplie de plein de choses. J'étais remplie d'un univers intérieur, d'une façon avec des concepts qui définissent qu'est-ce que l'univers et plus que le monde, le monde, l'être et l'univers, la création tout entière, etc. Donc j'étais dans quelque chose qui était beaucoup beaucoup plus vaste. Moi je me suis nourrie en plus de Alice Bailey, Elena Blavatsky, de la doctrine secrète. Donc c'est vraiment de la littérature ésotérique extrêmement poussée, Franz Bardon, etc. Très très poussée. Et moi c'était pendant tes études, en parallèle tu faisais ça? Alors non, ça c'était pendant mon adolescence en fait. Ok, d'accord. Donc tu avais ce bagage. Parce que je me suis nourrie de ça pendant mon adolescence, parce que ça me faisait du bien de biberonner cette énergie-là et ça m'a permis de survivre quelque part à tout ça, parce que c'est comme si je me reconnectais à mon chez-moi en fait quand je lisais tout ça. Je comprenais pas tout. Que tu étais à l'aise. Voilà, c'était très familier en fait. Et donc moi j'étais déjà remplie de ça et on arrive avec Freud, machin, la sexualité infantile et tout. Ça a été un petit peu compliqué. C'est pour ça, tu vois, j'ai l'impression. Moi, je pose la question parce que j'ai l'impression que c'est à des années-lumière sur le papier, quoi. Mais c'est comme ça que je l'ai vécu moi dans un premier temps. Donc ça a été un peu compliqué pour moi. Après, ce qui fait que en fait j'ai continué mes études, c'est parce que j'ai toujours d'emblée un déjà là sur la connaissance de comment marche l'être humain. Ma mère a dit pendant toute mon enfance, elle m'a toujours dit, mais toi vraiment tu coupes les cheveux en 4 dans le sens de la longueur.
Donc, parce que j'étais tout le temps en train d'aller chercher la petite Le subtilité qu'il y a derrière, que détail, personne le ne truc. comprend, que personne ne voit, etc. Depuis toute petite déjà. Et donc, j'avais déjà cette compréhension d'emblée. Ce qui fait que, pendant mes études, j'avais pas besoin de lire beaucoup. Hmm. J'ai même très très peu lu, très 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 peu. Parce que t'avais Et ce ressenti de la personne. parce qu'il me de suffisait ce de me que- connecter. Et en fait, j'écrivais. Alors, j'étais obligée de lire parce qu'il fallait que j'ai les concepts qui s'ajustaient à ce que moi j'étais en train de dire, à ce que j'étais en train d'écrire Ouais. dans mes travaux, parce que c'était la règle du jeu. Il fallait que je surfe sur la vague de la règle du jeu de l'université. Donc, et voilà, il fallait se couler un peu dans le moule, ce qui est toujours très difficile pour moi. Mais j'ai réussi. Tu l'as fait. Bon, j'ai un ami très proche qui m'a beaucoup aidé aussi dans cette affaire-là. Mais du coup, c'est pour ça qu'en fait, j'ai réussi mes études. Et c'est vrai que les notes plafonnaient, hein, vraiment. Hein. Enfin, en tout cas, dans ma spécialité, dans la spécialité que j'ai choisie, qui est la psychologie clinique, précisément. Psychologie clinique et psychopathologie, c'est le titre précis de mon master. Et donc du coup, c'est comme ça en fait que j'ai réussi. C'était en me connectant. Et après, j'ai eu tout un parcours où il a fallu que je réussisse à intégrer de manière cohérente à la fois ce que je pouvais vivre par rapport à mon expérience personnelle d'avancement personnel, parce que du coup j'ai fait des années de thérapie, j'ai aussi voilà, j'ai eu 3 psys dans ma vie, etc. Parce que j'avais toute cette dimension psychologique en souffrance qu'il fallait que je traite, bien entendu. Et toute cette dimension spirituelle. Et comment les deux s'articulent, comment ça s'articule. Et donc, c'est vrai que ça a mis quand même, ça a été tout un cheminement qui a mis quand même des années. Okay. Ça a mis des années jusqu'au moment où, aujourd'hui, en fait, j'ai une vision très claire. J'ai une vision très claire de la combinaison des deux. Exactement. Et en fait, c'est un tout. Je vois ça dans un tout qui est complètement cohérent. Et le niveau psychique étant qu'un niveau de l'être. Et j'ai compris, en fait, pourquoi. Parce que nous sommes des êtres multidimensionnels, on appelle ça comme ça. En quantique, on le voit, mais aussi dans tout, ou en tout cas énormément d'enseignements spirituels, on s'est dit aussi de cette manière-là. Et en fait, on a la dimension physique, on a aussi nos corps énergétiques. Et notamment dans les corps énergétiques, le corps mental et le corps dit astral, qui est le corps des émotions. Et en fait, la somme des deux, c'est en fait le psychisme humain, mais c'est qu'un niveau de l'être. C'est comme un puzzle où finalement il y a plein de pièces et la psychologie c'est une partie du puzzle. Exactement. Okay. Et là où je me suis aperçue où j'ai compris pourquoi je n'étais pas en accord avec la psychologie traditionnelle, on va dire, c'est parce que, en tout cas, ça a été mon sentiment pendant l'université et encore maintenant. Mon sentiment, c'est que ils envisagent la psyché humaine comme étant la totalité de l'aspect subtil de l'être. Oui, une finalité dans le truc. Quoi. Alors que moi, c'est qu'une partie pour moi. Donc, c'est ça qui fait en fait la différence. Et ça, c'est pas dans tes études que tu as pris conscience de ça ou c'est après avec la pratique, avec les années? Plus après avec la pratique. Non, pendant les études, c'était pas du tout résolu. C'était très compliqué. Quand t'es dedans, c'est compliqué. Oui, c'était compliqué parce qu'en plus, parce que après, j'ai pu faire ma mayonnaise entre guillemets comme je le voulais, parce que j'étais sortie. Mais dans un premier temps, l'exercice que je devais faire, c'était apprendre à me couler dans le moule en fait. Donc je pouvais pas encore faire ça. Voilà, exactement. Donc ça s'est fait vraiment au fur et à mesure après, parce que moi-même j'ai fait un certain cheminement et puis parce que j'ai beaucoup médité sur ces aspects-là. Il y a beaucoup de choses qui me sont venues et progressivement le tableau est devenu de plus en plus cohérent, s'est ajusté, est devenu de plus en plus clair, etc., etc. J'ai pu faire des liens. Au fur et à mesure, peut-être ailleurs aussi pour nourrir d'autres des lectures, beaucoup de lectures m'ont énormément aidé aussi, m'ont énormément nourri par rapport à ça. Tout à fait. Parce que moi, parfois, j'ai le sentiment que le côté éducation, c'est voilà le package, j'apprends ça. Alors qu'en fait, dans la réalité, l'apprentissage, il est, en tout cas moi, comme je le vis aujourd'hui, avec ça fait 11 ans que je suis à mon compte et tout, c'est plus de, t'as un ressenti, t'as l'impression qu'il te manque un truc et tu vas chercher l'info.
Et en fait, je trouve que c'est hyper intéressant de se nourrir comme ça parce qu'on a toujours une info qui est beaucoup plus juste, plus facile à digérer parce que du coup, c'est un truc dont tu as besoin, donc ça n'a pas besoin d'apprendre de quoi que ce soit. Ça trouve pile poil sa place. Ouais, c'est ça en fait. Hein. Et ça, c'est fou. Et est-ce que ça a changé des choses dans ta pratique avec les années, du coup ? Oui, alors parce que tout simplement, oui, parce que de toute façon, la pratique évolue, parce que n'importe quel thérapeute praticien évolue lui-même, chemine lui-même, et donc du coup, ça influe sur notre façon d'être, tout simplement. Donc, moi, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Si tout se passe bien, j'ai envie de dire. Donc oui, de toute façon. Mais en fait, comme j'ai toujours été à l'écoute de l'endroit où se trouve la personne, comment dire, ma lecture des choses, je l'ai toujours gardée pour moi, en fait. Moi, mon interprétation des choses. Par contre, par exemple, plutôt, je veux dire, j'ai tout à fait pu me dire que, tiens, certaines choses que certaines personnes pouvaient amener, c'était probablement des mémoires d'avant. Mais si la personne, mais jamais, si elle n'est pas ouverte à ça. Et puis, ça n'a aucune espèce d'importance, de toute façon. Oui, c'est pas... surtout que les mémoires d'avant et les choses qui sont les nœuds, on appelle ça karmiques, dits karmiques, qui ont été collectés par exemple d'existences précédentes, en fait, se réactualisent dans notre enfance et dans notre vie actuelle. Donc, ça n'a pas d'importance. On n'a pas forcément besoin d'aller parler de vie antérieure, pas nécessairement. Je trouve que c'est ça qui est fascinant parce que du coup, tu as une conscience des choses où tu visualises des choses, où tu ressens des choses, c'est la personne, j'imagine, tout le temps, tu vois, en consultation. Et d'arriver à prendre ce recul et de ne pas être dans l'effet miroir ou dans le fait d'amener sur un chemin peut-être qui ne correspondrait pas ou qui n'a pas lieu d'être et tout ça. Et malgré tout, en amenant vers le chemin de la personne, c'est ça que je trouve fascinant, tu vois. Alors, donc, c'est conscient, j'imagine, de faire ça. Oui. Ouais. Alors justement, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure en te disant que j'allais justement répondre à ça, je pense que aujourd'hui, en tout cas, c'est comme ça que je vais répondre. Ma façon essentiellement, alors bien entendu, j'ai des concepts, j'ai des théories, j'ai des croyances, une façon de voir les choses, de voir le monde, de comment les choses s'articulent, etc. J'ai bien entendu, mon mental est très existant avec toute une structure de croyances derrière ça, basée aussi sur des expériences personnelles. Donc ça, bien sûr, mais je m'étaye là-dessus, évidemment. Hein. Mais fondamentalement, je me connecte en fait empathiquement, émotionnellement, énergétiquement à la personne pour glaner les informations. C'est-à-dire que je reçois des informations, sensations à propos des personnes et c'est ce sur quoi je me base tout le temps en fait. Ouais. Et c'est après que j'utilise en fait mes croyances pour venir penser les choses ou pour venir ou que j'utilise mon mental pour venir m'aider à trouver les justes mots pour traduire mes ressentis. Mais ça se ressent, c'est en consultation. J'ai souvent remarqué ce truc-là où je vais te dire quelque chose et d'un coup, il y a un moment, je sens qu'il y a une connexion à un truc et qui vient pas de ce que j'ai dit en réalité. Et d'un coup, hop, tu m'arrêtes, ça, ok, bim, on part. Et en fait, c'est toujours très juste. C'est cette justesse, tu vois. Et ça va au-delà de la psychologie, ça va au-delà de J'utilise ce qu'on va appeler peut-être mes intuitions, mais d'autres appelleraient ça du clair savoir, en fait. Ouais. Mais ça, tu vois, ça me faisait rire parce que du coup, c'est un truc, je l'avais jamais verbalisé comme ça, mais que je sentais ce truc-là, d'où ça vient. Ça... oui. Mais je fonctionne comme ça de manière générale dans la vie. Hein. Ouais. Où tu te vois dans 20 ans donc c'est une question un peu large parce qu'il y a plein de choses, mais où tu te vois toi peut-être, alors c'est difficile de répondre à ça dans ta pratique, mais où tu vois aller peut-être un petit peu le monde. Moi je suis fasciné par la conscience des gens, tu vois, le fait de se dire, de s'ouvrir consciemment aux choses, de chercher à avoir une meilleure connaissance de soi, une meilleure gestion de ses émotions, tout ça. Comment tu vois aller les choses dans les prochaines années ?
Alors, déjà, par rapport à la pratique, et après je vais voir au niveau personnel, déjà par rapport à la pratique, ça a déjà commencé. Je me suis aperçue que les 10 dernières années, et encore plus là, les 3-4 dernières années, de plus en plus de personnes s'ouvrent Ouais, c'est en vrai. fait justement à toute l'existence du subtil de manière générale. C'est-à-dire se pose des questions ou commence à avoir une naissance de la médiumnité, Ouais. etc. Et Ça de se voit sur les réseaux plus en sociaux, hein. plus. Il y a 4-5 ans, tu disais un truc, tu passais pour un taré. Aujourd'hui, n'importe qui en parle ouvertement. Il y a cette ouverture. Exactement. Alors, on peut être plus ou moins pratiqué le truc, mais en tout cas, il y a cette ouverture. Ouais, Exactement. ouais. Et concrètement, dans ma pratique, ça se traduit par des personnes qui amènent ces niveaux-là de manière spontanée et dont je me saisis, bien entendu, sans aucun problème, puisque moi, c'est même ce qui est C'est naturel pour courant, moi, ouais. bien sûr. T'as une Donc longueur du coup, d'avance. donc, du coup, je m'aperçois que j'accompagne de plus en plus des personnes, de plus en plus de personnes que je vois sont ouvertes à ça et je les accompagne en intégrant aussi cette dimension-là. C'est-à-dire en arrêtant de se cantonner aux limites de la psychologie telle qu'on la voit de manière traditionnelle, mais en intégrant justement ces autres dimensions, donc dans quelque chose qui est beaucoup plus holistique finalement. Ouais, ben ouais. Donc, Qui est plus global. beaucoup plus global. Alors qu'au départ, on n'était pas du tout là-dedans. D'un coup, il y a des ouvertures et j'ai de plus en plus de personnes que j'accompagne, que je vois dans ce mouvement-là. Et moi, tu vois, c'est hyper intéressant parce que dans mon processus, on va dire, ces 8 dernières années, dans ma transition psychologique, dans mon ouverture et tout ça, j'ai senti ce truc à un moment où juste l'aspect psychologie terre à terre, c'était pas suffisant à avoir les réponses. Et j'avais ce truc, il y a peut-être, je sais pas, je saurais pas dire quand, mais j'ai eu ce ressenti profond intérieur de ok, en fait, j'ai un niveau de compréhension, mais en fait, il manque des éléments. Je sentais que j'avais une compréhension qui n'était pas suffisante. Je sais même pas comment le dire, tu vois, mais c'est ce que tu dis, ce C'est truc ça. où c'était pas assez global et ça allait pas dans des sphères peut-être plus complexes ou des niveaux différents pour avoir une compréhension de soi qui est beaucoup plus grande, quoi. Exactement. Et c'est ce que m'apportent les personnes de manière générale, chacun Mm. avec ses propres mots, bien entendu, mais c'est exactement ça qui se passe. Et si ils parlent pas de spiritualité nécessairement, ils vont être sensibilisés, très sensibilisés par la notion de nous sommes tous des êtres d'énergie, tout est énergie, les fréquences vibratoires, etc. Mm. Qu'ils n'associent pas nécessairement à la spiritualité, alors que pour moi, je ne l'ai pas encore dit, mais que ce soit psychologie, spiritualité, la quantique, pour moi, en fait, c'est l'expression triple, quelque part, d'une même réalité, finalement. C'est pas tellement. C'est pas. Il n'y a pas de séparation hermétique, en fait. Pour moi, tout ça, c'est la même chose, sachant que, même beaucoup plus fondamentalement, être en chemin spirituel passe nécessairement par un travail psychologique. Ça, c'est ce que je peux poser aujourd'hui. Et ouais, et alors, et du coup, par rapport à ça, moi, il y a beaucoup de personnes qui sont en chemin et qui n'arrivent pas à passer le cap de faire ce travail psychologique, pour le coup. Et il y a beaucoup de personnes, alors je sais pas, toi, tu dois le voir plus, je sais pas si tu as plus de personnes qui te contactent qu'avant ou quoi, mais j'ai l'impression qu'il y a à la fois une ouverture, mais en même temps, autour de moi, il y a peu de personnes qui font la démarche d'aller voir une ou un psychologue, de se faire accompagner sur ces sujets, parce qu'il y a encore des peurs, je pense, la peur de qu'est-ce que ça va être si je veux travailler là-dessus, la peur de la place dans la famille ou dans la société et tout ça. Et ouais, tu le ressens ça aussi toujours? Il y a beaucoup de difficultés pour les personnes qui sont dans une recherche, dans une quête spirituelle. Il y a beaucoup, beaucoup de difficultés de faire face à leur zone d'ombre. Ben voilà, c'est ça. Parce que du coup, c'est facile, je pense, de tomber dans la spiritualité un peu, je sais pas comment on peut la qualifier, où en fait tu te perds. Et la psycho, malgré tout, ce que tu disais, c'est que ça ramène aussi à une forme de concret, de matière et tout. Et du coup, je trouve que ça crée un bon équilibre parce que tu vas affronter ce que tu veux pas voir, tu vas affronter des traits de caractère que tu peux avoir, que t'as pas envie d'accepter. Alors pour autant, ils te guident dans ton quotidien et tout. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui, de plus en plus, qui font ce travail de je move spirituellement, mais sans accepter ce truc-là, quoi. Ouais. Or, nous sommes des êtres incarnés et on a tout le panel des dimensions de lumière en nous et on a tout le panel des dimensions d'ombre aussi en Ouais, nous. Et mon avis, c'est que tout de nous doit être
connu. Il n'y a rien qui doit être rejeté. L'ego, pour moi, ne doit pas être rejeté. Nos zones d'ombre ne doivent pas être rejetées, etc. Tout ça, ça doit être connu et exploré de nous, et au contraire, complètement embrassé, en fait, complètement intégré, complètement accueilli. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, tu vois, qui nous écoute et qui se dit « Ah, putain, ça me parle quand même », tu vois, qui n'ose pas franchir le pas, qui peut avoir des peurs. Qu'est-ce que tu pourrais dire Si la personne en est à se poser la question et à voir qu'elle a des peurs, mais elle est quand même attirée par ça, ce que je dirais, c'est en cours, c'est en train de mûrir. Au moment où ce sera mûr, ça se fera. Tout simplement. Oui, pas forcé non plus. Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut que chacun écoute son propre rythme. Il n'y a pas de ligne d'arrivée, il n'y a pas de podium, il n'y a pas de médaille d'or. Il y a pas, voilà, personne n'est pressé. C'est le juste timing, il est très important et il est différent pour chacun. Ça, c'est hyper intéressant aussi ce que tu dis, parce que moi, je me souviens, dans les premières séances qu'on a fait il y a des années, avec Elodie, elle se faisait accompagner à côté. Et on avait ce sentiment parfois où on avait l'impression qu'un avait pris une longueur d'avance phénoménale sur l'autre. Et on se le disait, on disait, toi t'as avancé, machin et tout, tu vas me quitter, tout ça. Et puis 1 mois ou 2 mois après, en fait, on avait le sentiment inverse. Et moi, c'est à ce moment-là où j'ai intégré cette notion que le temps n'existe pas, en fait. Et que parfois, à un instant T, oui, tu peux avoir une référence, mais sur un temps beaucoup plus long, en fait, c'est jamais le cas, parce que du coup, quelqu'un qui va avoir un rythme un peu plus de diesel, je sais pas, ou quelqu'un qui est plus rapide, bah, du coup, en fait, il peut avoir des avancées différentes. Sur un instant T, tu te dis c'est plus rapide, mais quand tu regardes 6 mois plus tard, en fait, les deux, ils sont à un stade différent, quoi. Exactement. Et puis, dans tous les cas, qu'importe le rapide ou le moins rapide, le plus important, c'est le juste temps. Pour une personne, dans tous les cas. Donc, voilà. Et est-ce que du coup, tu penses que tu parlais d'incarnation au début, que tu croyais au fait qu'on avait plusieurs vies sur Terre et ailleurs. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui disent on vient s'incarner pour travailler une problématique je veux dire principale. J'imagine qu'on peut travailler plusieurs trucs. Est-ce que tu crois à ça aussi? Est-ce que tu penses que c'est pas autant tracé que ça? Comment tu vois les choses, toi? Alors, juste pour dire, ce qui me semble pour moi le plus juste dans la façon de formuler les choses, c'est pas pour moi une croyance, c'est de l'expérience directe en ce qui me concerne. Ok. Ah oui, c'est. Donc voilà, moi je suis directement en contact avec mes mémoires. Ouais. Donc je le vois très bien, quoi. De la même manière qu'on a des mémoires de notre enfance. Ouais. Donc, voilà. Ça prend quelle forme? C'est une visualisation, un ressenti sur les choses? Alors, je peux avoir des images, en effet, mais c'est beaucoup. J'ai pas nécessairement de scénario, quoique il peut y avoir dans une situation précise, mais c'est essentiellement un souvenir c'est vraiment une mémoire très vivante, très ancrée, mais très sensorielle. Okay. Très sensorielle. Style odeur. Odeur, la sensation, c'est vraiment. Imagine que tu as été en voyage quelque part quand tu étais petit et que tu te souviens très bien de comment tu étais bien dans ces vacances dans ce pays et que tu te souviens très bien de cette sensation très particulière odeurs, et que tu t'en souviennes. L'atmosphère qui pèse. Exactement. Et que tu t'en souviens là, ici et maintenant et que tu es capable de le décrire. Bah, c'est exactement ça. C'est vraiment une sensation qui est très vivante et qui ne laisse aucun doute sur le fait qu'on l'a vécu. Parce que c'est vraiment de l'expérience vivante qui se réveille en soi, en fait. C'est pas mental, c'est vraiment tout le corps qui se souvient. Tout notre système s'en souvient. Donc voilà, des fois j'ai des images quand même, etc. Mais c'est plus ça. On le sait. Ouais, du coup, tu vois, ça me fait penser, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit
je pense qu'il y avait ce type de ressenti, mais qui n'ont pas eu la chance de pouvoir les garder parce qu'il y a un moment, on leur a dit par l'éducation, par divers procédés, t'es fou, t'es folle de penser ça, machin et tout. Et du coup, qui sont coupés de ça, tu vois. Et qui aujourd'hui, dès qu'ils repensent à ce ressenti, se disent non, mais c'est n'importe quoi. Oui. Tu vois. Mais ça, on est dans une culture qui fait ça, en fait. Hein. Ouais, On a tous il y a une personne, il n'y a pas très longtemps, qui a des réminiscences de scénarios antérieurs, donc traumatiques pour le coup. Et, et qui me dit, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Et je ouais. lui dis, mais en fait, ça arrive à tout le monde. C'est juste que tout le monde n'est pas conscient parce que tout le monde ne le traite pas comme étant tel, en fait. C'est ça. Et pourquoi? Parce qu'on est dans une civilisation qui ne prône pas du tout voilà, ces croyances-là. Donc, ils Ouais. mettent pas ça en avant du tout. Ouais. Quand on est dans des sociétés beaucoup plus orientales, En Inde c'est beaucoup plus facile de parler de tout ça. Quelle est pour toi la place du corps dans tout ça? Tu disais qu'il y a le côté psyché, donc il y a ce côté-là, les pensées, tous ces trucs-là. Et du coup, tu parlais, tu vois, des civilisations orientales. Je pense notamment, moi je suis allé en Inde, ça m'a fasciné comme pays. Et il y a ce côté-là où, à la fois, j'ai l'impression qu'il y a cette connexion spirituelle aux choses, et en même temps, il y a une connexion profonde aussi au corps. Ils n'ont pas du tout la même perception. Est-ce que pour toi, du coup, c'est dans cette globalité, c'est hyper important, tu fais attention à ton corps, avec peut-être du yoga, des choses comme ça. Est-ce que c'est moins présent? Comment tu vois les choses? Comment tu travailles ça? Déjà, c'était quoi la question précédente? Tout à l'heure, oui, c'était dans 20 ans, C'est- comment tu vois Ouais, l'évolution il y avait ça et il y avait donc un petit peu déjà une éveil de conscience en gros pour Ouais. si on reprend et si je le traduis en une phrase, c'est je pense qu'en fait il y a un éveil de conscience et qu'on est en train déjà de le voir maintenant et je ne sais pas exactement ce que ça va donner par la suite, mais je pense qu'il y a plein de merveilles qui nous attendent. Mais un passage très très compliqué quand même, voilà, pour l'humanité, je dirais. Ça... Oui, est-ce que c'est ce côté, pour voir la lumière, il faut accepter l'ombre de manière générale ou Ouais, moi je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est pas le bien contre le mal, le bien est mieux que le mal. Ce sont deux énergies qui sont au service l'une de l'autre et qui aident à l'évolution des êtres de manière et des consciences de manière générale et qui sont à un moment donné divisées dans ces deux polarités-là. Et on appelle ça la dualité. En fait, on appelle ça les mondes de dualité, mais ça sert le grand tout en réalité. Et l'idée, c'est qu'à un moment donné, les deux se fusionnent et qu'on aille, parce qu'il existe des niveaux où on est dans ce qu'on appelle la non-dualité. La façon dont je le perçois, c'est pas que le bien et le mal sont amis, c'est qu'il y a une nouvelle entité. Il y a vraiment une fusion des deux pour générer quelque chose c'est dur de le schématiser mentalement. de nouveau, en réalité. C'est Bouddha. Donc, voilà. Mais je me souviens de la question dont tu parlais tout à l'heure, c'est est-ce qu'une âme vient pour travailler une chose en particulier? Et alors moi, je me souviens exactement de ce que je suis venue faire, mais je pense qu'on a tous quelque chose à faire, mais je pense que il y a beaucoup de choses possibles. Parce que je pense même qu'il y a des êtres qui viennent en touriste. Ok, d'accord. Mais vraiment, Ouais, ok. je pense vraiment qu'il y a des êtres qui viennent en touriste, vraiment. Donc, alors après, je pense pas que ce soit la majorité, mais de manière générale, oui, on vient avec quelque chose à faire, avec un challenge, avec. Je te pose la question parce que, bon, moi je fais pas de psychologie comme tu le fais, mais en coaching, j'accompagne des entrepreneurs. Et parfois, j'ai ce sentiment, tu vois, que t'as beau les aiguiller sur des pistes, t'as beau le faire exprimer, en fait, il y a toujours la problématique qui reste et qui est dure, tu vois. Et du coup, ce qui me fait dire, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui vient, qui est le défi de la vie, tu vois? Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres choses, mais ouais, c'était pour ça, tu vois, que je te posais la question. Oui, tout à fait. Et pour compléter la réponse, je dirais oui que de toute façon, en règle générale, quand même, on vient avec des choses qu'on a envie de libérer, de traiter, de vivre de toute façon. Hein, on a des objectifs.
Ça, oui, de toute façon. Que ce soit juste de l'expérience pure touriste ou que ce Ça me fait rire, soit le côté voilà, touriste. de reprendre J'aime bien des l'idée, choses. j'aime bien voir Voilà. comment Donc, si l'herbe est plus verte là. voilà, ou que ce soit pour, je pense, mon sentiment quand là j'en parle, c'est que c'est quand même la grosse majorité, vraiment plutôt des choses à régler, etc., des choses à dépasser. Je pense qu'on a tous de toute façon effectivement un objectif qui est pour moi très défini. En tout cas, il y a des incontournables. Il y a des grandes lignes qui sont incontournables. Après, il y a des à côté qui peuvent être un petit peu remaniés éventuellement. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. La façon dont je conçois les choses et qui résonne juste pour moi, quand j'essaye de le connecter et que je me pose la question intérieurement, j'irai à ma guidance intérieure, par exemple, c'est que nous, en tant qu'âme, en tant qu'être spirituel, fondamentalement, on fait notre pérégrination d'âme exactement comme on le veut, comme on le souhaite. On fait exactement ce qu'on veut. Maintenant, en tant qu'être incarné, le seul libre arbitre pour moi qu'on a, c'est d'être à l'écoute ou pas de la guidance de notre âme. Pour justement prendre un chemin plus ou voilà. moins On a le droit de s'écarter de la guidance de notre âme. On a cette liberté-là. C'est ça pour moi le libre arbitre. Et du coup, ce chemin, oui, une question qui me fascine, c'est pourquoi il y a des gens qui choisissent la douleur, dans le sens où parfois, moi j'ai cette croyance profonde qu'on n'est pas obligé d'aller dans le mur et d'être dans cette douleur-là. Je le qualifie comme ça, je ne sais pas si c'est le bon terme. Et en fait, il y a des personnes qui ont besoin, souvent, de manière générale, j'ai le sentiment, de se confronter au truc, d'être dans le dur, d'être vraiment dans le mur pour se dire « Ok, je sens les choses ». Et moi, j'aime à croire qu'en fait, on peut arriver par un élargissement de la conscience, tout ça, à anticiper un petit peu les choses, à en prendre conscience avant pour pas être dans cette douleur-là. Et du coup, c'est ça ce que tu qualifies de chemin de est-ce que tu vas dedans ou est-ce que tu arrives à prendre du recul sur les choses? Oui, tout à fait. Généralement, plus on a envie de faire l'expérience de ne pas écouter notre guidance interne, de ne pas, plus on fait l'expérience de la douleur. Oui, les gens qui relisent tout le temps la même chose et qui disent « Ah, j'ai vécu ça ». Oui, mais ça fait 10 fois que tu me dis ça en disant… c'est ça qui se passe. Maintenant, effectivement, du coup, quand on se met en alignement avec nous-mêmes et qu'on se met à être à l'écoute, en fait, du flux de la vie, effectivement, les choses se passent complètement différemment. Mais généralement, ça s'accompagne avec un niveau de conscience. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, ça va avec. Et on n'est pas obligé de souffrir pour évoluer. Maintenant, chacun sa recette et chacun en est là où il en est. Et il n'y a pas de problème et tout est expérience et tout est juste. En tout cas, c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Mais est-ce qu'on est nécessairement obligé de souffrir pour évoluer ? Pour moi, la réponse, elle est non. C'est absolument pas du tout. Absolument pas du tout. Ça fait plaisir parce que moi, j'ai l'impression que plus j'avance, plus je vois ce truc-là où en fait, parfois, je sais pas, j'allais dire la souffrance est un choix. C'est pas peut-être aussi direct que ça, mais il y a quand même ce sentiment de plus j'avance, plus le temps passe, plus il y a ce qu'on disait tout à l'heure, la légèreté. Et en fait, ce truc-là, ça peut Une fois, j'avais une coach qui m'avait dit qui faisait la différence entre le contrôle et la maîtrise. Oui. Et c'était intéressant dans ce côté contrôle où on veut gérer et la maîtrise qui a un côté où parfois on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais on a une confiance, une foi un peu dans les choses qui fait que c'est plus fluide. Et j'ai ce sentiment qu'en fait on n'est pas obligé d'aller dans le dur, qu'on arrive à être plus dans la maîtrise que dans le contrôle. Quoi. Et c'est ça. Et je fais exactement la même différence. Pour moi, le contrôle et la maîtrise sont deux choses différentes. Contrôler, c'est contrôler quelque chose à l'extérieur ou quelque chose à l'intérieur de nous, dans quelque chose qui, à partir d'un espace assez inconscient et infantile de notre être, alors que la maîtrise, ça parle de la maîtrise de soi, donc c'est pas quelque chose sur un événement ou sur quelqu'un d'autre, c'est la maîtrise de soi et ça parle d'une maturité d'être. Et justement, par rapport à la question de le souffrir pour comprendre et pour évoluer, plus on est dans une immaturité d'être, une immaturité spirituelle et donc une immaturité émotionnelle, psycho-émotionnelle, pour moi c'est la même chose. C'est, plus on est dans cette immaturité-là, plus on va être dans une souffrance, dans une expérience de souffrance qui va nous permettre d'évoluer. Et dès qu'on évolue et dès qu'on commence à mûrir et qu'on commence à passer à autre chose, à ce moment-là, de plus en plus, on s'éloigne de la nécessité ou de l'écueil
De vivre ça, d'être ces dans la difficultés, souffrance. ouais. Parce qu'on peut vivre des épreuves très difficiles, mais on n'est pas nécessairement dans la souffrance. Oui, ça c'est un truc que j'ai compris, je pense, avec les années, grâce à toi aussi, c'est qu'en fait, l'événement, ce qu'on vit, est toujours à détacher du ressenti qu'on en a. Et en fait, on peut vivre un truc de manière très violente, l'événement est violent et le vivre très violemment. On peut vivre un truc violent et arriver à s'en détacher et du coup à le vivre intérieurement de manière plus légère, malgré la violence, je sais pas comment le qualifier, mais malgré la difficulté de l'événement, quoi. Tout Ouais. à fait. Et ça, C'est pas évident, effectivement. ça, quand même. Non, c'est tout un processus de maturation de l'être en fait qui permet ça, et Ouais. notamment une clé fondamentale qui est de comprendre que nous ne sommes pas des victimes. Ouais, mais alors ça. Ouais, ça, c'est un sujet, on peut parler 4 heures de ça. Je pense que c'est la clé. Hein. Ça, c'est une clé Moi, fondamentale. souvent, c'est un truc un peu violent chez les personnes où je leur dis, tu as le choix. Et pour moi, cette question du choix est hyper liée à cette question de victimisation, parce que considérer qu'on a le choix, c'est sortir du mode victime pour se dire, peut-être ça va me faire souffrir ou peu importe, mais j'ai le choix de comment j'y réagis, comment j'interprète les choses et tout ça. Est-ce que tu peux partager un petit peu autour de ça, autour de cette notion de choix, de victime, de tout? Oui. Et en plus de ça, aujourd'hui, la science quantique nous apporte vraiment des réponses très, très intéressantes qui vont complètement dans le sens des enseignements spirituels qu'on peut trouver de par le monde, en fait, hein, dans beaucoup de cultures, qui est que nous sommes 100% créateurs des expériences que nous vivons. Nous sommes les créateurs de ça. Ça veut dire que nous sommes responsables de ce que nous vivons. Et c'est à la fois difficile, mais à la fois une excellente nouvelle, parce que ça veut dire que, ok, si nous sommes à l'origine de telle ou telle expérience qui nous a fait souffrir, ça veut dire que nous pouvons faire aussi autrement. Ça veut dire que nous avons le pouvoir de faire autrement. Et ça parle de la réhabilitation de notre souveraineté. Et c'est extrêmement, extrêmement important. Tu penses que c'est ça la problématique de fond? C'est cette souveraineté qui fait que des personnes arrivent pas à se dire j'ai le pouvoir, j'ai ce choix-là, Exactement. et qui tombent dans ce côté victimisation. Exactement, ça va complètement avec. Et c'est vrai que la science quantique est un apport qui est vraiment extrêmement intéressant de nos jours, parce que la science quantique aujourd'hui nous montre comment nos vibrations, nos énergies, notre champ électromagnétique influent directement sur la matière. Directement sur la matière. C'est un fait, ça. Ce sont des études qui le posent de manière irréfutable aujourd'hui, ça. Et c'est très intéressant parce que fut une époque, c'était de l'ordre de l'abstrait, c'était pas tellement attrapable, alors qu'aujourd'hui c'est ésotérique, exactement ésotérique, alors qu'aujourd'hui c'est extrêmement concret. Ce sont des choses que l'on sait, ça. C'est-à-dire que concrètement, la physique, tout jusqu'à la plus petite particule de matière, si ce n'est que une particule de matière, ça n'existe pas, puisque fondamentalement c'est de l'énergie, mais disons-le comme ça, tout jusqu'à la plus petite particule de matière a un champ électromagnétique, ok ? Et la physique dit que si on est capable de modifier le champ électromagnétique de cette matière en question, on modifie la matière. C'est quelque chose qui est connu en physique. Or, on sait qu'aujourd'hui, l'être humain est doté d'un champ électromagnétique et d'une puissance telle qu'elle est capable de modifier les champs électromagnétiques des objets environnants. Littéralement. Littéralement, ce sont des choses qui ont été étudiées. Ouais, donc c'est au-delà de la perception, c'est dans le concret. C'est concret, c'est extrêmement concret. Et d'ailleurs, à partir de là, ça donne des éléments de réponse pour tout un tas de choses. Pourquoi on sait léviter, pourquoi la lévitation existe, pourquoi tout un tas de choses dites paranormales. Effectivement, on sait beaucoup mieux aujourd'hui, on est loin d'avoir tous les tenants et les aboutissants, mais on sait beaucoup mieux expliquer quels sont les mécanismes subtils qui se jouent derrière et quel est le pouvoir de l'esprit humain aussi. Mais je pense que derrière, il y a aussi une notion de paradigme où en fait, il y a la complexité psychologique d'accepter que d'autres choses existent, d'accepter que des choses qu'on connaît pas, qu'on contrôle pas, justement, tout ça, on puisse y avoir accès par divers moyens. J'ai l'impression qu'il y a ce côté, en fait, de
d'arriver à dépasser ça pour arriver à l'ouverture suffisante pour que ça existe, quoi. Oui, Je sais. mais bien sûr, et c'est très compliqué parce que qui dit changer de paradigme, c'est changer de structure de croyance qui Ouais. constituent nos repères internes à partir desquels notre ego s'est constitué. Donc ça veut dire changer de paradigme, ça veut dire mourir à un niveau, Mm. au niveau de l'ego, en tout cas, sous certains aspects, c'est vivre des petites morts en fait. Et ça, Ouais, c'est très très difficile de faire ce passage-là. je crois que c'est Or, ça qui bloque. c'est très anxiogène. C'est Ouais. extrêmement anxiogène. C'est pas que changer d'idée, c'est changer notre compréhension fondamentale que nous avons de nous-mêmes. Oui, la conception de tout, quoi. Donc Ouais. c'est toute une bascule qui est vertigineuse. Donc c'est pour ça que c'est pas simple pour l'humain de pouvoir faire ce changement et cette transition-là, et dans laquelle on est littéralement, d'un point de vue du collectif humain à Ouais. l'heure actuelle, c'est ce que vit l'humanité. On est en train de changer de paradigme, et je trouve que justement les sciences quantiques nous aident à faire progressivement cette transition. Moi, je Oui, trouve parce qu'elle qu'il y a est un très côté beaucoup intéressante plus pour ça. terre à terre qui Mm. est aussi beaucoup plus rassurant, peut-être pour certaines personnes, Oui, et- d'expliquer les choses pour se dire, bah, je suis beaucoup plus ouvert à la possibilité que ça existe. oui, concrètement, ça rassure, c'est extrêmement Ouais. rassurant à un niveau quand même. Ouais. Donc, surtout que ça y va par palier. Hein, on y va C'est-à-dire, tranquillement, c'est-à-dire que on peut progressivement faire l'expérience que nous sommes fondamentalement des êtres d'énergie, en faisant l'expérience de l'énergie. Par exemple, ok, donc ça va, ça rentre en ligne de compte. Après, on peut tranquillement aussi intégrer les choses parce que tout le monde a fait peut-être déjà l'expérience selon laquelle on pense très très fort à un ami cher dont on n'a il pas nous entendu appelle, parler, et 10 minutes pile après, et pile dans la minute qui suit, ou peut-être dans l'après-midi, dans les heures qui suivent, la personne appelle alors que ça fait des années qu'on n'a pas eu de nouvelles. Donc, c'est des choses comme ça qui vont être digestes au fur et à mesure. Voilà, on va pouvoir rentrer dedans au fur et à mesure, et surtout qu'avec le niveau de conscience qui s'élargit de plus en plus dans la conscience collective à l'heure actuelle, il y a des choses qui vont être de plus en plus intégrables, parce que ça fait résonance aux personnes d'emblée qui parlent pas forcément de toutes ces choses-là dans leur quotidien, mais quand on leur en parle, moi j'en ai fait l'expérience, ça les choque pas. Oui, c'est comme si ça résonne juste pour eux à un niveau. Donc ça aide. Il y a un truc, je pense, qui a transformé aussi beaucoup ma vision des choses. C'est une fois, tu m'avais dit, les inconscients se parlent. Donc, dans des fratries, avec sa compagne, son compagnon, tout ça. Et ça, c'est un truc, ça m'a marqué. Parce qu'aujourd'hui, je suis hyper attentif à ça. Et en fait, je sais pas si je l'ai développé avec le temps ou quoi, un niveau de perception qui est très différent, en fait, justement, sur l'inconscient de l'autre et dans ce qui va se jouer à un niveau beaucoup plus inconscient. Donc, t'as pas la maîtrise forcément sur le coup, mais tu as ce ressenti-là. Et en fait, quand tu fais attention, tu vois que, en fait, il y a des messages qui passent, alors qu'en fait, il n'y a rien qui présage à ça, parce que tu t'es rien dit, t'as rien fait de particulier, mais sauf qu'en fait, tu as ce ressenti profond de ce que l'autre est en train de penser, d'imaginer, de vivre et tout ça, qui te prend vraiment, quoi. Et ça me fascine, quoi. Complètement. Ouais. Et ça rejoint effectivement, encore une fois, donc les inconscients se parlent, ça va être dans une formulation qu'on va trouver dans la psychologie clinique. Ouais. Dans la spiritualité, on va dire que tout est un, que nous sommes tous un dans l'unité fondamentalement, et et qui rejoint les inconscients se parlent, puisque effectivement, si on est tous un, ça veut dire que effectivement on est connecté à un niveau plus subtil. C'est ce que ça dit aussi. Et en sciences quantiques, au jour d'aujourd'hui, et dans les nouvelles sciences qu'on appelle les sciences dites post-matérialistes, qui sont les sciences qui ont pour postulat de base qu'au départ tout est conscience, en fait, et qui font leurs études à partir de ça et leurs recherches à partir de ça. Ils en sont arrivés là à partir des études qui ont été faites sur les expériences de mort imminente, en fait, c'est-à-dire sur le fait que la conscience délocalisée. Mais il y en a qui disent ça, que la conscience, elle est extérieure à nous. Oui, c'est ça. Ouais, c'est toute cette science-là dite post-matérialiste qui est vraiment dans cette conception
des choses. Et donc, on intègre donc les sciences quantiques là-dedans qui dit que effectivement nous sommes tous interconnectés, que l'univers est fractal et que nous sommes une fractale chacun de l'univers et que l'univers tout entier, toute la création tout entière est intégrée dans chacun d'entre nous, etc. Donc ça parle encore de cette interconnexion. Est-ce que tu penses que aujourd'hui, avec, tu vois, depuis 20-30 ans, l'informatique, l'accès à l'information, aujourd'hui les IA qui se développent de plus en plus, est-ce que tu penses que c'est bénéfique? Est-ce que tu penses qu'il y a des risques à cette interconnexion totale entre tous les individus? Quelle est ta vision un petit peu de ça, des IA, de tout ce que ça peut engendrer? Alors, tout ce qui est les intelligences artificielles et tout ce qui est en devenir, parce que c'est ce qui est en train d'arriver, pour moi, je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Par contre, il y a le pendant qui peut exister, ce qu'on appelle au jour d'aujourd'hui le fameux transhumanisme, qui va pour moi être l'aspect perverti en fait de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle et dans ce qu'elle peut donner de très beau finalement, tout simplement parce que c'est une intelligence de toute cette nouvelle technologie à partir du mental et sans être connecté en fait dans les espaces essentiels, dans les espaces du cœur, dans les espaces du cœur, dans l'amour, etc. Et donc du coup, ça peut donner quelque chose qui peut être extrêmement délétère pour l'humanité. Si on va dans cette direction-là, parce que l'intelligence artificielle, quand elle va dans ces directions-là, elle dit que l'humain est faillible, est fragile, est imparfait, etc., et que du coup on va tout faire pour l'améliorer. Qui est pour moi un postulat de base qui est faux, qui est erroné. Pour moi, l'être humain est fondamentalement parfait, mais on va vers l'expression on va vers la possibilité à un moment donné de pouvoir l'exprimer, cette perfection de l'être humain. On n'y est pas du tout, on est d'accord, mais pour moi on va vers ça. Et pour le coup, quand c'est fait à partir d'une reconnexion intérieure avec les aspects divins de nous-mêmes, en fait, quand les scientifiques vont être motivés et mus par cette énergie dans un nouveau niveau de conscience, à ce moment-là, l'intelligence artificielle va aider l'humanité justement à aller retrouver sa perfection initiale. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est magnifique. Mais après, voilà, il faut faire attention dans quelle direction, voilà. C'est fou parce que tu vois, moi je le vois très très justement. Il y a les personnes neutres, on va dire. Et sinon, il y a les personnes qui ont peur, qui se disent oui, mais ça va nous prendre notre boulot, ça va créer des gens qui seront bons à rien, machin. Et à l'inverse, moi je le vois parce que j'utilise tous les jours au niveau où j'en suis avec les IA qui existent aujourd'hui, qui je pense sont encore rien par rapport à ce qui pourrait exister demain. En fait, c'est une aide incroyable parce que ça nous détache de tous les domaines un petit peu de la compétence qui sont pas très intéressantes en réalité, pour nous rapprocher de qui on est, qu'est-ce qu'on veut pour notre vie. Et moi, j'ai le sentiment, aujourd'hui, le montage d'une interview comme ça, c'est fait en 3 minutes. La publication, tout est fait à un temps record. C'est-à-dire qu'en fait, je pourrais en faire 10 par jour et c'est fabuleux. Avant, il fallait 3 jours de montage, machin et tout ça. Donc, je trouve que c'est incroyable. Et du coup, ça pousse à quoi? Ça pousse à avoir des vraies connexions avec les gens, se poser des questions fondamentales. Et moi, j'ai ce sentiment qu'il y a beaucoup de personnes pour qui ça fait peur parce qu'il y aura plus de choix à un moment que de se dire, je suis qui? Je suis qui sur cette terre, je suis qui dans l'univers, je suis qui à mon échelle, dans ma famille, dans mon machin. Et du coup, j'ai l'impression que la peur, elle est là de se vider un peu, de devoir être dans une introspection beaucoup plus profonde, qui pousse, moi je pense, bénéfiquement à une ouverture d'esprit, à plus de conscience, tout ça. Mais pour beaucoup de personnes, ils sont pas prêts à faire ce travail-là. Ouais, je pense que c'est très très juste. Et en plus de ça, toutes nos angoisses et nos insécurités internes vont toujours trouver n'importe quel support pour s'exprimer. Et en l'occurrence, là, c'est du pain béni pour exprimer les insécurités internes, pour exprimer, ça peut être ça peut être beaucoup d'autres choses, et forcément, ça, c'en est une, surtout, c'en est un support, pardon, surtout que ça parle de changements fondamentaux, quand même, pour la société.
et que les changements sont très anxiogènes pour une grande, grande majorité des personnes. Oui, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent utiles par ce qu'ils font plus que par qui ils sont. Et je pense que c'est ce truc entre le faire et l'être, quoi. Ça, Où en ouais, fait, ça passe de considérer qu'en fait, peu importe ce que tu fais, c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est qui tu es. Et ça, c'est un changement profond. ça c'est très compliqué. Mais je trouve qu'on y vient de plus en plus et qu'il y a de plus en plus de personnes, et je parle de manière mondiale, hein, très honnêtement. Donc, Ouais. moi, je le vois moi dans mon entourage, que ce soit professionnel et personnel. Donc moi, je vois vraiment qu'il y a ce changement qui se fait, mais de par nos connexions, des réseaux sociaux, etc. Je le vois aussi. Je vois aussi que de plus en plus de personnes ont vraiment cette soif de retour à l'essentiel. De plus en plus, de plus en plus. Pour l'instant, c'est quand même une petite minorité, on va dire, Ouais. mais je trouve que cette minorité prend vraiment de plus en plus d'ampleur au fur et à mesure là que les années, notamment ces dernières années, passent. Et je pense que tout le monde a pu en faire l'expérience, notamment avec la crise sanitaire. Enfin voilà, ce qui s'est passé. Il y a un avant et un après, Ouais, hein, ça, c'est un truc très de fou, clairement. hein, Hein. ouais. Donc il y en a qui vont le dire d'un aspect sur un versant négatif. Je vois de quoi ils parlent effectivement, mais il y a un avant et un après sur un aspect qui est aussi extrêmement positif. Moi, Hein. j'ai vu, avec le recul, très peu de personnes qui l'ont vécu négativement. C'est-à-dire qu'il y a des aspects négatifs dans le contexte. Par contre, ce qui ressort tout le temps, c'est j'ai enfin pris du temps pour moi, je me suis posé la question de qu'est-ce que je veux pour ma vie, j'ai quitté ma femme, j'ai quitté mon boulot, j'ai fait des enfants. Enfin, il y a eu, comme tu dis, un avant, un après, je trouve, très très marqué, tu vois. Ouais. Je trouve aussi. Trop bien. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Non, c'est trop. Franchement, moi, les interviews, je me resterai un peu parfois de poser des questions parce que sinon, après, ça peut partir dans tous les sens. Est-ce qu'il y a des sujets que tu aimerais aborder? Est-ce des choses que tu aimerais partager, tu vois, que tu as envie de. Pour approfondir quelque chose qu'on a dit ou pour ouvrir sur autre chose? On a déjà fait le tour de beaucoup de Ouais, choses de manière assez profonde quand même. Hein, donc, peut-être, oui, peut-être que ce que j'ai envie de dire, c'est ce que j'avais pu amener donc, dans une conférence que j'ai donnée, voilà, où on était ensemble. J'en parlerai après. Enfin, je vais le dire maintenant, pour donner du contexte. Ouais. Du coup, on avait décidé de faire une conférence. Donc, c'est toi qui l'as donnée. Enfin, on était trois, très exactement, pour être juste. Et du coup, c'était une conférence sur, en gros, on l'avait intitulé la fin du monde. Je crois, oui, point d'interrogation. Point d'interrogation. Je pense que ce qui est plus juste, c'est c'est le nouveau titre qu'on a donné et qu'on va la refaire sur le côté un peu plus après. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Parce que c'est pas vraiment la fin, c'est un renouveau. C'est toi qui avais amené ça. Voilà. Et du coup, dans cette conférence, tu partageais plein de choses sur l'évolution des consciences, l'évolution des sociétés, la place énergétique aussi, l'espace énergétique, la conscience, notre position dans l'univers, toute cette énergie, tout ce que tu partages, quoi. Oui, voilà. Et surtout, ce que j'avais envie de dire par rapport à ça, c'est que c'est vrai qu'on vit des temps qui sont compliqué, mais en même temps absolument merveilleux. Alors d'un certain point de vue, je comprends que ça puisse être très étrange de le qualifier de cette manière-là, mais je le pense vraiment. Et surtout, ce que je veux dire, c'est que la clé pour faire cette traversée de manière tous ensemble, d'un point de vue du collectif vraiment humain, pour pouvoir faire cette traversée de la manière la plus fluide, la plus facile, et la moins douloureuse, c'est vraiment, vraiment que chacun puisse se prendre en charge au niveau de ce qu'il porte en lui. Parce que tout ce que nous vivons intérieurement dans nos émotions et dans nos pensées émane une énergie spécifique, et lorsque nous sommes dans des situations très difficiles, ça va nourrir ce qu'on vit comme indésirable. Donc voilà, et puis les guerres dans le monde, etc., etc. Hein, donc l'idée, c'est que bien sûr qu'on peut tous avoir des moments difficiles et des passages difficiles. Il ne faut pas commencer à culpabiliser. C'est pas du tout mon propos, absolument pas. Non, ce que je veux dire par là, c'est que en fait, on a tous les clés en main pour aller vers ce futur très prometteur, là, maintenant, tout de suite.
Accepter son Vraiment. pouvoir un peu. Et ça va passer par la réhabilitation de ce fameux pouvoir intérieur, effectivement. Effectivement. Donc pour moi, c'est vraiment très important. Et l'idée, c'est que, mais si plus on va travailler dans ce sens-là, plus on va pouvoir être dans ce rapport à soi-même et ce travail sur soi-même, plus les choses vont aller vite. Parce qu'en fait, en ce qui me concerne, il n'est pas question. La question ne se pose pas en termes de mais est-ce qu'on va aller à la catastrophe ou est-ce qu'on va aller vers un monde meilleur. C'est évidemment qu'on va vers un monde meilleur. De toute façon, j'ai envie de dire, on n'a pas le choix. C'est mathématique. Et ça, je explique pourquoi dans ma conférence. Ouais. C'est mathématique. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc, good news tout le monde. Voilà. La seule chose, c'est qu'on peut y aller beaucoup plus rapidement. Ouais, c'est quand on y va, quoi. Voilà, c'est ça. Ça peut se faire de manière vraiment rapide. Et la manière rapide, ça va avec le niveau de conscience de nous en tant que collectif humain. Et donc, c'est à nous de prendre soin de notre propre cheminement, chacun de notre côté. Et c'est là qu'on sera le plus efficace. Tu vois, il y a quelqu'un que je suis qui est pas du tout dans la spiritualité. Je pense qu'il est très très loin de ça. Et quand il parle des IA, il dit exactement ce truc-là sur l'acceptation des IA et le passage. Il dit plus ce sera rapide, moins ce sera violent. Et il dit en fait le truc c'est que plus on va résister aux choses, plus ce sera difficile à accepter, plus ce sera douloureux, plus on va accepter cette transition rapidement et plus ce sera bénéfique sur tous les plans, quoi. Donc ça rejoint un peu ce que tu dis là. Voilà. Ouais. Mais ça passe nécessairement par faire un travail sur nos zones d'ombre. Ouais. C'est incontournable. Désolée, mais... Non, mais c'est bien. Je pense que c'est une bonne conclusion. Moi, je pense que quand je suis venu te voir pour la première fois, il y a peut-être 8 ans de ça, je sais plus, 7-8 ans, c'est ce qui me faisait le plus flipper, de travailler ces zones d'ombre. Je voulais pas les voir. Alors qu'en fait, aujourd'hui, c'est complètement différent de vivre une vie où tu les vois, tu les rejettes pas, tu sais pas de les cacher, tu les acceptes et tout, quoi. Ben oui, parce que nos zones d'ombre, elles vont pas nous manger, en fait. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est un aspect de nous qui a besoin d'être aimé. Ouais. Tout simplement. Mais en plus, moi, en photo, tu vois, il y a le côté ombre et lumière tout le temps, tu vois. C'est vraiment caractéristique où l'ombre existe parce que la lumière existe, ce contraste-là. Et du coup, c'est très parlant, ce côté-là. Pour les personnes, donc pour la conférence, on va en faire une nouvelle, on ne sait pas trop quand. Donc, il faudra suivre les actualités sur l'Agro-Académie. Pour les personnes qui veulent soit suivre tes stages, soit venir en consultation, soit échanger avec toi. Elles peuvent aller où? Comment ça se passe? Donc j'ai un mail et j'ai également un site où il y a toutes les informations, mail et numéro de téléphone. Donc je le mettrai en description. Voilà, il n'y a aucun problème. Donc c'est vrai que à l'heure actuelle, je propose donc 2 formations en ligne. Une qui est intitulée La conscience, une vision élargie, donc qui reprend un peu ce qu'on vient de dire de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus développée, dans lequel aussi on fait des exercices qui permettent justement de se connecter à ces dimensions subtiles. Voilà. D'ailleurs, parenthèse, je trouve que dans tes formations, alors je ne sais pas les deux si c'est un peu dans le même état d'esprit, mais moi j'ai un esprit plutôt cartésien. Et du coup, il y a ce côté-là, justement, on disait tout à l'heure, pas perché, et avec un... À la fois, l'exercice de l'énergie, c'est un truc qui paraît pas commun. Mais en même temps, c'est toujours ramené à quelque chose de scientifique, de sourcé et tout ça. Et moi, j'ai beaucoup apprécié parce que justement, ce côté-là, beaucoup plus concret, beaucoup plus, pour mon esprit cartésien, de compréhension qui est beaucoup plus facile, quoi. Moi, je trouve que c'est vraiment très aidant dans l'accompagnement de l'humanité pour aller vers ce nouveau paradigme, d'être dans ces aspects très pratiques, les études, les sources, etc. Je trouve que ça permet d'incarner vraiment la spiritualité. Ouais, t'as raison, vraiment. Ouais. Donc c'est pour ça que je trouve ça vraiment absolument vraiment intéressant. Et donc la deuxième formation, je l'ai appelée Conscience de soi, qui elle est beaucoup plus axée sur la dimension psychologique, appréhendée de manière beaucoup plus holistique, comme vous l'aurez compris tous. Donc où là je propose en fait une formation qui va aller vers une compréhension beaucoup plus facilitée et beaucoup plus approfondie de comment on fonctionne. Parce que quand on ne sait pas comment on fonctionne, ça met des barrières pour l'évolution.
Donc, il y a un problème au niveau de la connaissance de soi. Donc, et donc, c'est toute une formation qui propose ça. Aussi, pareil, avec des exercices, etc., etc. Et dernièrement, je viens là récemment de faire... Extrait pour le podcast. je viens de sortir une nouvelle activité qui est un atelier hebdomadaire d'1 heure où on va faire des exercices de méditation, des exercices pour traiter les émotions parasites, etc. Ou en tout cas quelque chose qui va permettre un petit peu de pouvoir faire l'expérience d'un état de conscience un petit peu modifié, ciblé sur des objectifs précis et qui viennent compléter tout le chemin thérapeutique et analytique. Ah, tu m'avais même pas dit, j'étais pas au courant, c'est trop bien. C'est le scoop. Et c'est en visio, c'est en présentiel? Et c'est en visio, okay. et c'est tous les mercredis soirs à partir d'octobre, donc de 19h à 20h. Donc on s'inscrit en fait c'est par pack, c'est pas on ne participe pas que à un seul, mais à plusieurs. L'idée étant que on inscrit ça dans sa vie, c'est en cohérent, réalité, voilà. Et j'ai appelé cet atelier Retour à soi. Voilà, donc ça c'est la dernière nouvelle. Ah, mais trop bien, ça donne envie. Voilà. Merci beaucoup, Mareva, pour tout ce que tu as partagé. Plaisir. Merci à toi. Ouais, et peut-être qu'on fera un autre épisode surprise. Mais très volontiers.